Salam alaikum, Nangendef, bienvenue dans votre émission panafricaine, saison 2 au Sénégal et plus précisément au Musée des civilisations noires dans l'espace dédié aux femmes africaines et au leadership politique. Il vous est sûrement arrivé un jour de voir une ancienne photo de votre grand-mère et de vous exclamer « Qu'est-ce qu'elle était belle !» Et sûrement une photo où elle était en boubou, en foulard bien noué, en jupe, en robe, en pagne et surtout sans maquillage, make-up ni artifice. Démaquiller et déshabiller, le thème pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Bienvenue dans votre émission panafricaine, l'émission qui dessine une carte postale de l'Afrique au féminin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur EDAN et dans votre émission panafricaine. Merci à vous qui nous suivez sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et Twitter. Nous parlerons aujourd'hui de la beauté. Et pourquoi avoir choisi ce thème de la beauté? Vous le saurez tout de suite avec nos invités. Nogay Ndiaye Mourgaye, vous avez été cadre marketing. Vous avez laissé le marketing pour vous investir dans la beauté. Pourquoi ce revirement? Merci Nina pour cette invitation. J'ai laissé le marketing, je suis allée dans le secteur de la beauté, comme vous venez de le dire. Pour moi, le marketing, c'est la beauté de la vente. Donc on est toujours dans la beauté. Sauf que là, on va dans l'esthétique, on va dans l'embellissement et surtout, on embellit en majorité des femmes. Et qui me connaît au Sénégal, c'est que je suis une grande partisante du leadership féminin. Et pour moi, travailler dans la beauté, dans l'esthétique, c'est participer à ce leadership féminin en embellissant les femmes. Vous avez démarré Anglomania, Fantaisica. Expliquez-nous, pourquoi Anglomania, pourquoi Fantaisica? Alors, je vais juste peut-être introduire Anglomania en parlant de l'anecdote qui a fait que aujourd'hui, j'ai mis en place ce réseau au niveau de Dakar. On est allé dans un institut de beauté avec des amis et ça s'était très mal passé. Donc, elle a parlé du manque de professionnalisme au Sénégal, ce qui a touché ma partie patriote, on va dire. En tant que Nogay Ndiaye sénégalaise, je me suis dit que le défi doit être relevé et que aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir des instituts professionnels et qui répondent aux normes internationales. Et c'est aujourd'hui comme ça que Anglomania est né. Et si on passe à Fantaisica, tout simplement un constat qui a été fait. Quand j'ouvrais Anglomania, le réseau, j'ai été confrontée au même problème que d'autres personnes qui évoluaient dans le secteur, c'est le manque de professionnels. On peut dire, Nogay Ndiaye, que vous avez radicalement changé l'industrie de la beauté au Sénégal. Nous allons revenir à vous tout de suite. Mahoudja Keïta, vous êtes femme sénégalaise, albinos, vous êtes l'une des premières femmes sénégalaises à jouer à la basse, vous êtes musicienne, vous êtes l'une des premières femmes mannequins albinos au Sénégal. Pourquoi de la basse au mannequinat sur les planches? Déjà, merci de m'avoir permis de participer ici à ce plateau et cette émission panafricaine. Oui, j'ai effectivement fait le choix de m'essayer dans ce métier-là qui est le mannequinat. Parce qu'effectivement, j'ai commencé à jouer à la guitare basse. C'est un autre monde parce que c'est un univers plutôt garçonnier. C'est un univers où la plupart du temps tu es entouré d'hommes, où on ne voit même pas l'aspect féminin de ta personne. Et moi, je suis, malgré tout, je ne peux pas renier ce côté-là parce que c'est évident que moi, je suis une femme. J'étais dans la logique de m'essayer dans un métier qui est typiquement féminin. Faire le contraire de ce que j'étais en train de faire et allier les deux parce que j'aime beaucoup être polyvalente, mais je ne veux pas me mettre je veux pas me spécialiser juste quelque part et me caler là-bas, mais
j'aimerais bien qu'on me voie dans d'autres aspects. C'est pourquoi je me suis essayée dans ce métier-là. Parce que le mannequinat, ce n'est pas juste le fait de vendre sa beauté. C'est être plusieurs personnages en même temps, d'être 100 personnages en une personne. Et c'est pourquoi j'ai voulu essayer. C'était comme une mise à nu pour moi. Parce que je ne suis pas obligée, dans ce métier, je ne suis pas obligée de m'agripper à mon instrument, à un instrument pour jouer des mélodies. Mais c'est moi et mon corps que je mets en avant. Et c'est un autre type d'expérience. Comment on vous regarde, albinos, mannequin? Comment les gens vous voient? Bon, je crois que... Les premières fois, c'était comment? Je dirais que ce n'était pas trop facile parce que, bon, quand on est habitué à certains profils, on est habitué ici à certains profils teint noir et tout ça. Et d'habitude, il y a des personnes, il y a des stylistes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des personnes, surtout côté choix de vêtements, choix de maquillage et tout ça, parce que c'est différent de ce qu'on voit. Mais maintenant, de plus en plus, les stylistes et les maquilleurs ont la curiosité de travailler. J'ai été plusieurs fois maquillée par Fantaisica et tout ça, et ça prouve que maintenant les gens sont curieux d'essayer d'autres types de profils dans le milieu du mannequinat. Nogoy Ndiaye, qu'est-ce que la beauté selon vous? Comment je vais le décrire? Parce que c'est à la fois personnel et des fois impersonnel. Pour moi, la beauté, c'est quand on est à l'aise, quand on est bien dans notre vie. C'est tout simplement ça. Pour moi, elle est intérieure pour se voir ensuite à l'extérieur. Et après, quand on parle de maquillage, quand on parle de cheveux et d'habits, tout ce qui va avec, c'est juste un complément. Comme dirait l'autre en Wolof, moi, xorom ci biir cin bi. C'est le sel, juste pour, voilà, pour, on va dire, donner un peu de goût à la sauce. Makhoudia Keita, c'est quoi selon vous la beauté? Bon, moi, c'est surtout quand tu as l'audace, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas sortir sans mettre au moins un peu de crayon et tout ça. Et il y a quand même à côté de ça des femmes qui peuvent juste se débarbouiller et sortir. Moi, c'est un peu ça, c'est le fait de s'assumer tel que tu es, c'est le fait d'accepter ton authenticité, c'est le fait aussi d'accepter comme une personne comme moi, d'être un profil atypique. Nous allons recevoir notre chroniqueuse, Mariam Faye. Moi, j'adore les belles choses. Comme les mecs, quand je vois une belle femme, eh bien, je mate. Ronde, fine, grande, petite, je les trouve toutes belles. C'est vrai, ce qui est beau nous attire. Alors, à 20 ans, c'est la beauté hautaine. Oui, I am sexy and I know it. Mon corps et moi sommes en symbiose. Je suis fraîche, ferme. Le monde m'appartient. Quand je marche dans la rue, je suis sur un podium. Tapis rouge, s'il vous plaît. Alors, on ne cache rien. On montre tout. Comme disait ma grand-mère, à 20 ans, on est persuadé que si le ciel s'apprêtait à tomber, il nous suffirait de pointer son doigt en l'air pour que tout s'arrête. Waouh! À 30 ans, on a pris de la bouteille et parfois un peu de bourrelet. Ah, c'est la vie. Alors, on négocie avec ce ventre qui a porté un enfant ou deux, ces seins qui ont nourri avec amour. Là, on apprend la concession et on décide de camoufler ce qui doit l'être et de mettre en valeur le reste. À 40 ans, on rentre dans la beauté spirituelle. Mon corps et moi, on se connaît. On a traversé bien des batailles. Parfois, j'ai gagné, mais souvent, il m'a calmé. Mais bon, à 40 ans, on a appris à l'aimer ce corps tel qu'il est, à trouver que nos imperfections nous rendent tellement uniques. C'est là que l'on développe la désinvolture gracieuse qui nous donne cette air de plénitude. On devient ami avec son corps et on cultive la bienveillance.
À 50 ans, à 50 ans, notre corps a de l'humour, nos yeux parlent un langage que seules celles qui ont vécu savent si bien manier. Notre esprit est affûté. On a appris que dans la vie est faite de nuances. On développe une beauté attachante, intense, mais digne des plus grandes reines. Mais moi, de tout âge, la beauté qui me touche le plus, c'est celle qu'on n'habille pas, celle que l'on ne fait pas porter de parure, qui n'a pas besoin de roulement de tambour ni de fossiles. Cette beauté-là, elle est intérieure, elle ne se fane jamais, elle est lumineuse, elle est bienveillante et elle touche au cœur, car ça part du cœur. Et quand tu as rencontré une personne qui est belle à l'intérieur, elle te marque toute la vie et te laisse toujours un sourire aux lèvres. Alors moi, c'est ma beauté préférée, car mon grand-père disait, ce qu'on a de plus beau en nous, on ne l'enlève pas quand on prend sa douche. Je vous le dis souvent, elle a des chroniques croustillantes, très engagée et très appréciée, c'est Marième Faye. On va applaudir très fort encore une fois pour elle, pour cette belle chronique croustillante qui nous dit un peu qu'est-ce que la beauté. Ben, on est passé par tous les sentiments en entendant Marième. Nogay, Mourgay, Ndiaye. Oui, Nina, effectivement, comme tu as l'habitude de le dire par rapport à l'émission panafricaine, dessine la carte postale de l'Afrique au féminin. Et je pense que la chronique de Marième vient de décrire l'évolution ou l'état d'esprit par lequel la femme passe pour définir au fait sa beauté. C'est tout simplement comme ça que je peux résumer, on va dire, la chronique de Marième qui, en plus d'être croustillante, nous amène et nous fait voyager à travers l'histoire de la beauté de la femme. Merci beaucoup. Mahoudia Keita, quel est le commentaire que vous faites de cette chronique? Bon, moi, j'ai 33 ans. Je ne sais pas si je peux décrire la beauté de 20 à 50 ans, parce que je n'en ai que 33. Mais bon, voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la plupart des femmes que je connais, elles sont passées de 20 à 50 ans, elles sont passées par ces étapes-là, exactement, spécifiquement par ces étapes-là. La beauté, c'est l'arme, je dirais que c'est l'arme principale de la femme, comme autant que la force est l'arme principale de l'homme. C'est toute une histoire, il y a toute une histoire entre la femme et son corps. Et c'est vraiment très bien décrit, c'est très clair et précis. Et le passage qui m'a le plus charmé, c'est la femme à 50 ans, le langage corporel et tout ça. Et effectivement, je pense surtout aux femmes de Saint-Louis, elles ont un langage codé avec leur corps, surtout avec leur visage et tout ça. Et ça décrit tout ce qu'on voit chaque jour ici dans notre pays. À quel âge avez-vous commencé à faire du mannequinat? Bon, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à l'âge de 28 ans. J'ai commencé il y a 5 ans, ça ne fait pas longtemps. Mais c'est il y a 2 ans que j'ai commencé à faire de grands défilés comme la Fashion Week de Dakar et tout ça. Avec Adama Paris, que nous saluons. Marième, la femme à 50 ans, c'est ce qui a marqué. Mais cette jeune femme de 20 ans qui se dit fière, qui a une beauté, comment tu as dit encore, hautaine, et la chanteuse, la diva Kiné Lam le traduit si bien dans cette chanson qui redit un peu ce que tu as dit dans ta chronique. J'étais surprise en te demandant qu'est-ce que selon toi la beauté et Nogay, cette beauté intérieure dont on parle. Pour moi, quand on parle de beauté et qu'on passe outre la beauté intérieure, on est passé à côté de la beauté. Parce que c'est pour moi ce qui définit la beauté extérieure. On parle beaucoup d'artifices, on parle beaucoup de maquillage, de fossiles. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le NaCl, c'est le sel qui vient juste après. Mais même quand on suit la chronique de Marième, on se rend compte que c'est d'abord un état d'esprit. Comme toute chose dans la vie, c'est un état d'esprit avant d'être un état de fait. On n'a pas forcément besoin d'être maquillé pour qu'on nous dise qu'on est belle, pour se dire à soi-même. Je reviens à soi parce qu'on parle de beauté intérieure. Comme disait Marième tout à l'heure, on se regarde dans un miroir et on est contente de voir la personne qu'on a en face. Et c'est là qu'on parle de
d'estime de soi. C'est de là qu'on parle de confiance en soi. En fait, pour moi, c'est cette partie-là qui définit d'abord la beauté. Quand on fait l'estime de soi, on sait qui on est, d'où on vient, quelles sont nos valeurs. Pour moi, je passe par le maquillage pour pouvoir accompagner en tout cas ces participantes à voir la meilleure partie d'elles-mêmes. Parce que c'est ce que je leur dis. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller se dire « ça ne va pas ». Qu'est-ce que tu fais de ce qui va? Concentre-toi déjà sur ce qui va et ce qui ne va pas n'aura plus de place et n'aura plus de choix que de s'en aller, de partir et d'être, j'allais dire, tué par ce qui va. Et cette partie-là, comme ça va, c'est beau, c'est déjà en toi, j'allais dire, c'est Dieu qui l'a mis en toi, il est plus facile de le mettre en avant. Je reviens toujours sur les proverbes wolof. Jal bu yàlla jal, boko jalé mu jal jali, boko jalul mu jal jali. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait en toi. Donc il suffit de le reconnaître, de le mettre en valeur pour que tout ce qui ne va pas, entre guillemets, parce que pour moi tout va, n'a plus de place. Donc pour moi c'est comme ça que, en tout cas dans mes ateliers d'automaquillage, j'accompagne les femmes qui participent à prendre en compte ce qu'il y a de plus beau chez elles. Nina, en plus, c'est quand on s'aime, quand on est bien dans son corps, avoir aussi le regard, quand on est aimé, je pense aussi ça nous rend encore plus lumineuses. Là, avec les émissions et tout, on se maquille, on se fait belle. Moi qui ne me maquille pratiquement jamais. Et je sens le regard des gens qui changent. C'est magnifique la femme, je trouve. La femme est belle, que vous soyez ronde, que vous soyez fine, que vous soyez noire, que vous soyez claire, vous êtes belle. Et nous allons regarder ensemble ce reportage pour voir les caractéristiques de la beauté. Sont-elles physiques, intellectuelles ou les deux à la fois? On suit ce reportage réalisé par Aïssatou Paye. Oui, je me trouve belle. Parce on que vous le dit aussi? Oui, on me le dit, mais bon, c'est pas ce que j'attends de plus. Comment définir la beauté? Les critères physiques sont à prendre en compte, évidemment, comme l'élégance, la grâce. Mais pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Binta Diallo. Chez elle, beauté rime avec confiance en soi. Le self-confidence, c'est la base de tout. Parce qu'en sortant de chez soi, on veut qu'on nous voie, qu'on nous regarde plutôt comme une étoile. On veut envoyer nous-mêmes une image avant de parler même de la société. Maintenant, ce que la société attend de nous, c'est par rapport à nous, comment on nous accepte. Je pense que c'est ça. Des qualités intellectuelles combinées à des qualités morales, de belles étincelles pour faire briller la beauté de la femme. La beauté va aussi avec la bonne humeur, avec la bonté, avec une certaine générosité. Donc forcément avec le sourire. Je vois mal une femme méchante, je ne sais pas si je pourrais, si même qui que ce soit pourrait la trouver belle, ça se verrait sur son visage et ça masquerait sa beauté. Je préfère qu'on me dise toujours que tu es une personne bien, que tu es une bonne personne. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est être bien. D'accord. Voilà. Être bien, comment tu te comportes avec les gens, qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu peux offrir, le sourire, le bonjour à des inconnus. C'est ça que je trouve beaucoup plus important que me dire que je suis belle. Dans sa jeunesse, Maria Mandoy a été mannequin. Cette femme de lettres. Vous, masques blancs et noirs, masques aux 4 points d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence. Et pas toi le dernier ancêtre à tête de lion. Vous gardez ce lieu fort clos à tout rire de femme, à tout sourire qui se fane. Vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes pères. A su garder toute son élégance. Vous vous trouvez belle? Disons que moi je dirais que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Je dirais que je séduis, en tout cas. Je reçois beaucoup de compliments, même en étant presque à 70 ans. Donc je crois que je suis belle quand même si dans ma famille, je crois que la beauté chez nous, c'est une affaire de famille. Mes sœurs sont beaucoup plus belles que moi. C'est vrai ça? Mais ça va. Et me vient à l'esprit une belle assertion.
La beauté de la femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est de la tendresse, de l'amour, de la passion et c'est même de l'aura. Eloge Kiki et Aïssatou Paye ont été à la rencontre de Binta Diallo et de Mariama Ndoye, directrice du musée Léopold Sédar Senghor. Mesdames, êtes-vous d'accord avec Mariama Ndoye et Binta Diallo? Tout à fait. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Hein. La beauté, c'est d'abord un état d'esprit avant d'être un état de fait. Il faut qu'on, comme on dit, on s'accepte par l'acceptation, au fait, de ce qu'on a. Après, elle parlait du regard des autres. Ça, c'est un élément, même si on sort de la beauté, qu'on parle de nos réalisations, de nos objectifs, on a toujours un commentaire en face. On a toujours quelqu'un qui nous dit quelque chose. Là, on parle de communication, que ça soit verbal ou gestuel. On a toujours l'autre qui a son avis sur nous. Mais ce qui est important, c'est, comme je disais tout à l'heure, de travailler sur l'estime de soi et la confiance de soi. Et ça, c'est un facteur très important. Quand on communique, on parle d'émetteur, on parle de message, on parle de récepteur. Moi, je me dis que quand quelqu'un vous parle et que la personne sort des mots de sa bouche, c'est à nous de voir comment on reçoit ce message et ce qu'on en fait. Souvent, il y a des critiques qui détruisent certaines personnes et souvent, il y a des critiques qu'on prend et qui nous permettent tout simplement de nous construire. C'est comme l'autre qui disait, si on me jette des pierres, je prends les pierres et je construis un immeuble. Moi, je dirais un building. Et ça, c'est important de le savoir et d'essayer de le travailler. Et la base pour travailler ça, ce n'est que travailler sur la confiance et l'estime de soi. Mariama Ndoye dit la beauté est dans l'œil de celui qui nous regarde. Oui, effectivement, c'est déjà, pour moi, il faut déjà travailler sur cette beauté intérieure-là parce que c'est quelque chose de très important. Il y a un proverbe wolof qui dit « lu feeñ ci xol xaw ma lu feeñ ci xol day feeñ ci kanam » quoi. Voilà. Je dirais que ce n'est pas séparé, la beauté intérieure de la beauté extérieure. Ça peut être extrêmement lié. Quand tu diffuses du positivisme, tu peux refléter, ça peut se refléter sur ta façon d'être, ça peut te refléter sur comment tu partages de cette tendresse, de ces échanges affectifs. Même si tu n'avais pas les plus beaux traits du monde, tu peux être la personne la plus belle au monde. Et c'est très important. C'est ça ma description, moi, de la beauté spirituelle. Parce que c'est une façon d'être réconcilié avec ton cœur et cette réconciliation se reflète sur toi. Et aussi, elle a dit que moi, ce qui m'importe, c'est qu'on sache que je suis une personne bien, mais je n'ai pas besoin qu'on me dise, par exemple, que je suis belle si je ne suis pas une bonne personne. Et aussi, c'est très important que les gens puissent voir quelque chose en l'autre du positif. Si tu t'efforces à regarder l'aspect positif sur le plan physique d'une personne, eh bien, tu seras toujours servi. Maroudia Keïta, vous avez de beaux yeux. Nous allons suivre ce reportage qui va nous montrer deux femmes avec deux personnalités différentes, mais qui ont quelque chose en commun, cette force. Monica Sagna, championne de judo. Yama Ndiaye, première femme mannequin au Sénégal sur fauteuil roulant. Elles ont une trajectoire commune. Nous allons regarder ensemble ce reportage réalisé par Jean-Michel Cissé et Chabi Wens. Je suis Monica Sagna, l'internationale judokate. Je suis championne d'Afrique, vice-championne d'Afrique. Je m'appelle Mariama Ndiaye, je suis femme handicapée, je suis couturière, styliste et mannequin handicapé aussi. Elles sont deux femmes avec deux parcours différents. De son fauteuil roulant, Yama Ndiaye vise haut. Des ambitions, elle en a à revendre. Et pour les réaliser, pas question de se laisser affaiblir par son handicap. Les femmes handicapées, il faut qu'ils s'imposent.
il faut qu'il s'impose. Moi, ce que je veux devenir, si je vous le dis, vous n'allez même pas croire. Moi, je veux devenir députée et conseillère municipale. Et je vais y gagner. Je vais me battre pour être ça. Vous savez, même s'il m'arrivait de renaître un jour, je veux revivre ma chaise roulante. J'adore ma chaise. Je suis élégante avec ma chaise. Née en 1991, Monica Sagnan, elle, a porté haut le drapeau sénégalais dans les plus hautes compétitions internationales de judo et a glané pas mal de médailles. Toutefois, la championne et vice-championne d'Afrique n'a aucun complexe par rapport à sa forte corpulence. Je ne suis pas complexe de mon corps ou bien autre chose. Je suis complexe que je n'ai rien. C'est ça qui me fait complexe. Une athlète comme ça, tu n'as rien. Tu restes dehors, les gens te font. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que je ne vole pas et je ne fais pas ce que les autres ne veulent pas. Je suis digne. Je travaille pour avoir mon argent, pour me nourrir. Aujourd'hui, premier mannequin femme handicapée en Afrique, Yama Ndiaye a pu faire face au regard des autres avec la complicité de sa fille. L'idée est venue de ma fille aînée. C'est elle qui m'a dit, maman, je veux que tu deviennes mannequin. Je lui ai dit, je ne vais jamais y arriver dans ma vie. Elle m'a dit, je vais te soutenir et tu vas voir, tu vas réussir à vivre avec nous. Nous, on n'est pas des personnes handicapées. Nous, c'est la société sénégalaise qui nous a rendus handicapés. Si tous les édifices étaient accessibles, personne n'aurait vu notre handicap. Mais bon, comme on est au Sénégal, il y a beaucoup de manquements. On est obligé de vivre avec. La seule chose qui pourrait t'empêcher de voir le beau sourire de Monica, c'est le manque de reconnaissance dont elle fait l'objet dans son propre pays. Rien ne me dérange. En fait, comme je suis un athlète sportif, et au Sénégal ici, on ne respecte pas les athlètes, on nous regarde comme ça. Être gros, moi Monica, la vie est belle. Je me fâche pas, je souris. Parce que je ne veux pas être ici stressée, en train de penser, sinon je serais arrêt cardiaque, arrêt du cœur, Non, jamais, ça, jamais. Malgré les différences des autorités sportives, la championne d'Afrique de judo continue de voir son verre à moitié plein. Le mannequin handicapé, quant à elle, poursuit ses rêves avec un espoir infaillible. Chabi Mens et Kadior Cissé, Jean-Michel Cissé, qui sont allés à la rencontre de Yama Ndiaye, première femme mannequin au Sénégal sur fauteuil roulant, une personne à mobilité réduite, et Monica Sagnan, une championne de judo. Mahoudja Keita, au Sénégal, quand on est albinos, on est à la limite considéré comme quelqu'un qui vit avec un handicap. Quel est le commentaire que vous faites de ce portrait croisé qui vous ramène un peu à la considération et au regard de la société sénégalaise? Pour moi, déjà, je suis très contente et très émue d'avoir vu mon amie, parce que Yama, c'est une amie, parce qu'on a travaillé ensemble dans des séminaires en faveur des personnes handicapées, parce qu'en dehors du mannequinat et de la couture et tout ça, elle est une grande militante des femmes handicapées. On a défilé ensemble en plus. Voilà quoi, c'est une personne très battante que je connais pour sa détermination, pour son grand cœur. Et effectivement, je confirme que c'est vrai que le regard des Sénégalais sur l'handicap, c'est surtout quand l'handicap est visible et aussi visible que le nôtre, il est forcément différent du regard des autres. On ne met pas dans les situations où l'égalité des chances joue en notre faveur. Et c'est dommage, quoi, parce que ça nous aurait mis dans le même niveau de compétition que les autres. Mais malgré cela, nous essayons quand même d'évoluer dans plusieurs domaines. Comme la championne d'Afrique de judo, nous essayons autant d'évoluer dans des secteurs la plupart du temps occupés par des hommes, ou bien des métiers très physiques comme le judo, comme par exemple moi qui joue à la guitare basse.
Oui, c'est ça, nous essayons ça. Autant nous essayons de faire ça que nous essayons aussi de s'assumer en tant que femme, de mettre en avant, le plus souvent, de mettre en avant notre féminité. Et c'est seul notre courage et notre détermination qui nous aident à continuer et à continuer à nous assumer. Mais de plus en plus, on voit que les Sénégalais commencent à accepter ça. Avant, c'était beaucoup plus difficile, mais maintenant, de plus en plus, les Sénégalais ont plus envie de voir ces personnes-là s'accepter d'abord, être acceptées par l'entourage le plus direct avant de s'exposer au grand public. Mais comment lutter contre ce regard de l'autre qui forcément nous dit ben, vous avez un handicap, vous n'avez rien à faire dans ce milieu ou dans tel autre? L'arme la plus directe qu'on a, c'est la communication et la sensibilisation. C'est plutôt de parler avec les gens, de faire comprendre aux personnes, autant que toi tu as la chance d'avoir tous tes membres au complet, autant tu as la chance, tu n'as pas de problème de vision, tu n'es pas sensible au soleil, autant toi tu as la possibilité de réussir ta vie sur tous les plans, et autant cette personne-là qui porte tous ses handicaps sur lui, tous ses handicaps physiques et intellectuels sur lui, a le droit d'avoir la même chance que toi de réussir dans sa vie, de ne pas tout le temps dépendre des autres, de ne pas tout le temps dépendre du regard des autres, de gagner son argent soi-même en travaillant. C'est très important que les gens puissent communiquer, pas seulement nous, personnes handicapées, mais les autres, par exemple, les familles de ces personnes-là, ceux qui interagissent directement avec ces personnes-là, qu'ils puissent communiquer positivement sur l'handicap. On a entendu Monica, on a entendu Yama. Comment on peut utiliser cette partie qui semble être une faiblesse comme une force? Je prendrais plus le parti leadership féminin pour sortir un peu de la beauté. Parce que je pense qu'elles-mêmes, elles ne sont pas conscientes ou elles ne sont pas en tout cas en train de se rendre compte qu'elles jouent sur l'histoire des générations et des générations à venir. Parce que je suis certaine qu'il y a des milliers de jeunes filles qui les regardent aujourd'hui et qui se posaient des questions, à savoir, je suis handicapée, je suis albinos, peut-être que, et aujourd'hui, si je suis grosse, je suis toute noire, mais il y a tellement de choses. À travers cette émission, de voir ces dames-là s'exprimer et de voir toute la force qu'elles mettent dans ce qu'elles font aujourd'hui et de pouvoir dire à toutes ces jeunes femmes et filles que c'est possible, c'est juste extraordinaire. Moi, je les félicite déjà de prendre la force, de prendre la parole pour les autres. Elles ne mesurent même pas la dimension. Et vous aussi, vous ne mesurez même pas la dimension et l'impact que vous faites par rapport à toutes ces jeunes filles qui sont certainement chez elles et qui se posent des questions. Est-ce que je suis albinos? Est-ce que je dois faire du mannequinat? Aujourd'hui, Ma leur dit oui, vous pouvez le faire. Donc, pour moi, c'est des femmes à applaudir, c'est des femmes à encourager et c'est des femmes surtout à pousser parce qu'elles ne font pas ce travail-là juste pour elles. Elles le font pour des milliers de femmes. Et là, je sors de la beauté, je parle de leadership. Et chacune, dans ce qu'elle fait, doit pouvoir prendre la parole, doit pouvoir prendre la force de dire oui, c'est possible, même si. Et il y en a tellement de même si qui sont décrites par la société et qui n'ont aucun sens au fait. Au vrai sens du terme, quand on l'accepte soi-même. Je reviens toujours, pour moi c'est important, l'estime de soi et la confiance en soi. Je donnerai mon exemple. Quand j'étais plus jeune, ma mère, certainement, elle va suivre l'émission, on m'appelait front bombé. Genre, j'avais un front tellement grand, que j'ai toujours, hein. Et ce que je faisais quand j'étais plus jeune, je faisais tout le temps la coiffure qu'on appelle Mireille, qui couvre le front. Personnellement, je ne suis pas à l'aise parce que dès qu'il y a quelque chose qui touche mon front et qui le couvre, j'ai tendance à avoir des boutons, à avoir chaud. Mais parce que les gens me le disaient, parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je ne... Voilà. À la limite, même quand j'allais chez la tresseuse,
je lui disais de mettre des perles pour que quand le vent ne puisse pas le soulever pour qu'on le voit. Tellement c'était... Et quand on veut me prendre en photo, j'étais tellement focus sur mon front que je me disais, non, ça ne va pas le faire. Et à un moment donné de ma vie, je pense que peut-être sur l'évolution décrite dans la chronique de Mariem, on verra, je ne sais plus à quel moment de cette acceptation, j'ai accepté ce fameux front bombé. Et voilà, sur mes photos, je vois que je mets en lumière autre chose que ce front bombé que j'essaie de cacher en cachant aussi tout ce qu'il y avait de plus beau en moi. Et voilà, c'est une acceptation de soi, c'est une acceptation de ce qui on est, de ses valeurs, de plein de choses au fait. Et ça, c'est un travail sur la confiance en soi. Je finirai par encore une fois féliciter Ma et toutes ces dames pour ce qu'elles font pour toutes les générations de jeunes femmes qui se posent des questions. Non, oui, Mariem, oui, oui. Chaque société, en fait, a ses critères de beauté. Quand on va au Sénégal, il n'y a pas si longtemps qu'on a même des Miss au teint noir. Nos Miss étaient toutes de teint clair. Quand on regarde les émissions, même nos émissions télé, celles qui représentent la femme ici, elles sont quasiment... Elles sont claires. Donc, du coup, les gens se dépigmentent parce qu'on a mis dans la tête de la femme beauté égale teint clair. Comment on peut avoir la force de lutter, d'aller au-delà de ce que, là où la société, en fait, veut t'enfermer? Moi, je ne suis pas fine. Je n'ai jamais été grande, mais je suis magnifique et j'aime comment je suis. Je suis forte, j'ai toutes les rondeurs d'une femme sénégalaise et africaine et je suis bien dans ma peau. I'm good. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais mesdames, moi, c'est ce que je pense et c'est réel. Nogay, vous qui êtes dans l'industrie de la beauté, quels sont les arguments qu'il faut sortir pour dire à nos sœurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire du khessal, parce que ce n'est pas vous, s'il vous plaît, acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes des femmes noires, vous êtes des femmes belles, et vous êtes belles de l'intérieur. Alors, des femmes que j'ai rencontrées qui font de la dépigmentation, il y en a beaucoup, c'est assez personnel. Donc, définir une façon ou bien une phrase pour dire non, pour moi, c'est un peu difficile. Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui, ce dont on parle aujourd'hui, je pense permet à beaucoup de femmes de prendre conscience que la beauté, elle est d'abord intérieure. Si je te dis, Nina, que j'ai fait du khessal en 99, pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça que je dis que des femmes que j'ai rencontrées et une qui est en face de vous, c'est souvent des raisons personnelles, c'est souvent familial, c'est souvent par rapport au mari, c'est souvent par rapport à cette catégorisation de la société. Les raisons sont multiples. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour aider ces femmes-là, ce serait d'aller dans le sens de... Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une femme qui se bat pour la beauté africaine et tout ça. Elle s'appelle Aminata Thior. Elle dit qu'aujourd'hui, il faut faire le combat d'une autre manière. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme ce que m'a fait, ou la championne de judo, ou la mannequin en chaise roulante, c'est vraiment de valoriser celles qui se battent déjà, celles qui l'ont déjà compris. Et une fois que ces personnes-là sont mises en lumière, elles vont pouvoir permettre aux autres de se dire « oui, c'est possible ». Parce que c'est assez profond quand même, le problème de la dépigmentation. Pour certaines personnes, assez personnel pour pouvoir aller trouver une règle commune pour dire à tout le monde, voilà la règle et tout le monde va respecter ça. Moi, je pense qu'il faut continuer à mettre en valeur ces personnes qui, aujourd'hui, ont pu dire non pour que ces personnes-là puissent dire oui, que c'est possible. J'ai une fois travaillé avec une artiste qui s'appelle Mina La Voilée. Que nous avons reçu sur ce plateau de Panafricaine, oui, pour parler de cultures urbaines et de hip-hop. Oui, effectivement. C'est une personne avec qui j'ai travaillé. Nous avons travaillé sur un morceau qui s'appelle Samader. Et ça parlait de... Qui veut dire ma peau. Ça parlait de dépigmentation. Parce qu'elle est passée par là et elle le dit,
partout, hein. Elle est passée par là, elle avait commencé à faire ça et elle a vu à quel point ça commençait à dégrader sa peau et tout ça. Maintenant, elle travaille beaucoup sur maintenant sensibiliser les personnes sur ça, dire aux gens qu'il n'y a pas de valeur sur le plan physique plus sûr que la peau que Dieu t'a donnée. Moi, c'est l'exemple qui m'a le plus marqué. C'est une personne qui interagit directement avec moi dans mon milieu. Ça veut dire que le plus souvent, ce sont les gens qui t'encouragent, qui te poussent à faire ça. Et quand tu quittes ça, c'est eux-mêmes qui reviennent te dire « et pourtant tu as raison, tu étais mieux quand tu étais naturel qu'avec le khessal, quoi. » Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que ce sont les gens qui t'encouragent à faire ça, qui après te dénigrent quand il y a des répercussions négatives de la dépigmentation sur ta peau. Vous êtes albinos, vous avez un problème que nous, qui avons la mélanine, qui sommes noirs, n'avons pas. Oui, moi, je pense que votre message pour sensibiliser toutes ces femmes qui font de la dépigmentation artificielle passerait plus. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je sais qu'à travers le Sénégal, vous avez touché des milliers de personnes albinos en leur donnant des kits pour pouvoir protéger leur peau contre le cancer de la peau. Oui, effectivement. C'est pourquoi moi, quand je vois des femmes se dépigmenter, je ne comprends pas. Parce que je me dis, il y a des personnes comme moi, pas moi, parce que moi, je suis bien comme je suis, mais il y a des personnes comme moi qui donneraient tout pour avoir un peu plus de mélanine. Nous, on n'en a que très peu. Et eux, ces femmes-là qui se dépigmentent, elles sont en train d'enlever ce trésor précieux-là qu'on n'a pas, qui s'appelle de la mélanine. C'est juste pour pousser ces femmes-là à ne réellement pas jouer à ce jeu très dangereux, quoi. Mais à côté de ça, par rapport aux personnes atteintes d'albinisme, moi, ce que je fais plus, c'est de la sensibilisation positive, quoi. C'est surtout pousser ces femmes-là à s'accepter telles qu'elles sont. Il y en a une qui ne savait faire que de la couture. Quand on l'a interrogée, elle a dit, bon, il ne faut pas me demander des trucs de mariage là, parce que je sais que personne ne va m'accepter telle que je suis. Maintenant, tu vois, ce sont mes amis albinos qui m'annoncent tout le temps qu'elles vont se marier et tout ça. Cet accès au mariage qui était difficile à cause de ce complexe physique qu'elles avaient commence maintenant à disparaître, pas seulement avec mon travail, mais avec le travail d'autres associations qui sont là, mais surtout avec le développement des technologies de l'information. Le développement des technologies nous a beaucoup plus facilité la communication sur ces aspects positifs-là de l'albinisme. Combien de personnes albinos avez-vous touché dans le cadre de votre association? Bon, ici au Sénégal, nous avons un effectif de 10 500 personnes atteintes d'albinisme. Maintenant, bon, nous, je dirais que nous avons touché quoi? Nous avons touché quoi, 50% de ce chiffre-là, parce que la plupart de ces personnes atteintes d'albinisme vivent dans des zones très éloignées. Ce sont des zones enclavées. Un albinos peut même vivre ici, naître, vivre et mourir sans pour autant qu'on connaisse son existence. C'est un peu ça, parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'état civil et tout ça. Il y a beaucoup qui ne sont pas déclarés et c'est ça qui est un peu dommage. Mais quand même, nous avons ici un nombre assez considérable que nous essayons d'atteindre au maximum. Si vous voulez participer et accompagner l'association de Makhoudia Keita, vous verrez à l'écritel l'adresse de l'association défilée. Vous pouvez également participer au débat, à la discussion sur toutes nos plateformes, sur Edan, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Mesdames, la troisième partie et la dernière de cette émission, La rue vous interpelle en vous posant des questions. Je m'appelle Thomas Mendy. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'on est soi-même quand on est maquillé? Nogay Ndiaye, vous qui êtes dans l'industrie de la beauté, vous faites du maquillage, vous avez une chaîne d'onglerie à Dakar. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? On reste soi-même, quel que soit le choix qu'on fait sur notre corps. Moi, je répondrai cette question à cette question-là.
Moi, je me transforme tout le temps, mais c'est toujours moi. Hein. Oui, ça reste toujours moi, quoi. C'est juste une couverture, mais ça ne change jamais, ça ne change pas la personnalité de la femme, quoi. La seconde question, mesdames, La rue vous interpelle, réalisée par Farah Gomis. Je m'appelle Nathalie Gomis. Je peux poser une question. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il est mal habillé? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il est mal habillé? Ah, moi, je ne sais pas, parce que je dirais que l'habillement, c'est une liberté. Hein. Y a des normes qu'on essaie d'instaurer et tout ça, mais pour moi, chacun est libre, mais aussi chaque type d'habillement et son contexte. Par exemple, tu ne peux pas aller à la mosquée en portant un jean. Pour une femme, ce n'est pas pensable. Pour moi, l'habillement, ça dépend du milieu dans lequel tu vas, le contexte dans lequel tu te mets. Mais sinon, pour moi, chacun est libre. Chacun est libre de s'habiller comme il veut, quoi. Effectivement, je confirme ce qu'elle vient de dire. Chacun a son style. On est plus de 7 milliards et on est aussi différents les uns et les autres. Moi, j'ai des styles, comme on dit en Wolof, je fais... Quand je m'habille, que je suis contente, comme disait Mariam, je me regarde dans le miroir, je suis contente, ben, je trace. En plus, c'est pas poli, en fait. Troisième question, La rue vous interpelle, mesdames. Bonjour, je m'appelle Basile Laurent Mendy. J'aimerais poser une question. Pourquoi souffrir pour être belle? Pourquoi souffrir pour être belle? Ça n'a aucun sens de souffrir pour être belle. Hein. Moi, je pense que si on en arrive à souffrir pour être belle, ça ne vaut pas la peine. Mais je pense que c'est un terme qui a suivi l'histoire et qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais pour moi, il n'y a aucune raison de souffrir pour être belle. D'ailleurs, la beauté, comme on dit, hein, elle est intérieure d'abord avant d'être extérieure. Donc, si on est belle de l'intérieur, je ne vois aucune souffrance là-dessus. On entendait nos mamans dire que quand nos mamans nous tressaient, nous faisaient les nattes. C'était tellement douloureux, on passait tout notre temps à pleurer. On leur rend hommage, mais Makhoudia, est-ce qu'il faut souffrir pour être belle? Je ne supportais pas ça, moi. C'est pour fuir les tresses là que j'ai fait des dreadlocks. On aurait bien aimé voir vos dreadlocks, qui sont magnifiques. Oui, je suis passée par ça, quoi, parce que ça faisait mal. Et tu sais, j'ai la peau du visage, à cause du manque de mélanine, j'ai la peau très, très, très légère. C'est pourquoi ça faisait hyper mal. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, je ne vais pas me fatiguer comme ça à faire des trucs là et souffrir indéfiniment, quoi. Je n'ai qu'à faire quelque chose où je ne vais pas souffrir autant juste pour avoir de jolies boucles ou quelque chose. Et pour moi, chacun peut être confortable. C'est la façon d'être confortable avec soi-même qui rend la femme belle. Moi, je pense qu'il y a des termes qu'il faudrait mettre à jour. Hein. Par exemple, les cheveux nappis. Comme tu disais tout à l'heure, Nina, on a souffert parce qu'on ne connaissait pas le cheveu. Aujourd'hui, il y a des salons spécialisés nappis qui prennent leur temps et qui connaissent comment bien traiter ces cheveux-là. Peut-être avant, on n'avait pas connaissance ou bien on ne maîtrisait pas les cheveux afro-africains et tout ça pour se dire on va les lisser avec les peignes à lisser ou bien on va faire des nattes juste parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le temps et l'apprentissage ou la connaissance de nos cheveux, de notre peau, je pense qu'il faut mettre à jour ce terme-là. On va y réfléchir et moi, je pense qu'on souffre pour être belle. Hein? Parce que quand tu mets les tresses, quand tu fais, je ne sais pas moi, des extensions, rien que les cils là, rien que les cils avec les artifices, les ongles, les cils, les extensions. Et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Mais bon, après, on est belle, c'est vrai. Effectivement, et il y a les hommes qui se posent des questions, ils se disent comment on peut lutter, par exemple, avec des êtres humains qui marchent sur des trucs comme ça. Les talons. Mais comment on peut rivaliser avec ces gens-là? Et voilà, c'est ça. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir répondre à l'invitation de Panafricaine. Makhoudia Keïta, merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes bassiste, musicienne.
l'une des premières au Sénégal, après Cécile Sow, à qui nous rendons hommage. Vous êtes la seule pour le moment, et hommage à l'orchestre Jigéen Ñi également. Nogay Mour Gaye Ndiaye, vous êtes la fondatrice de Fantaisica d'Anglomania, et vous êtes également la présidente de l'association des professionnels de la beauté et du bien-être au Sénégal. Merci d'avoir accepté d'être là autour de Panafricaine. Mariam, merci pour ta chronique aussi croustillante et très enrichissante. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons maquillé, démaquillé, habillé, déshabillé le thème de la beauté autour de votre émission panafricaine. Cette émission qui dessine une carte postale de l'Afrique au féminin. Vous avez le crâne rasé, vous avez des locks, vous avez des nattes, vous êtes noire, vous êtes forte, vous êtes fine, vous êtes belle, mesdames. Et le meilleur, c'est d'être belle intérieurement. Au revoir et à très bientôt dans votre émission panafricaine. Merci de nous avoir prêté oreille et attention. Vous êtes belle, panafricaine.